Et ouais, c'est dingue parce que t'as participé à plein de TED, enfin t'as fait des conférences, des choses comme ça. J'ai fait 3 TED à mon âge, je trouve ça waouh. Mais ouais, t'as été invité sur des conférences, t'as fait plein de trucs comme ça, c'est fou. Ben, moi, on me propose, je dis oui. Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une interview que j'ai faite avec Geoffrey Dorn, qui se dit designer. Mais je pense qu'il est bien plus que ça, puisqu'il s'intéresse à des sujets aussi vastes que l'intelligence artificielle ou l'éthique dans la communication visuelle. Avec lui, on a parlé de comment interviewer ses mentors, on a parlé d'Alexandre Astier et ce que ça veut dire pour lui concrètement la réussite. Si ces sujets vous intéressent, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer en toute fin de cette vidéo. Et par la magie du montage vidéo, juste après ce jingle, on se retrouve dans le bureau de Geoffrey Dorn. A tout de suite. Il y a des trucs qu'on peut dire dans des interviews et d'autres qu'on peut pas forcément dire. D'après toi, c'est quoi les trucs qu'on peut pas forcément dire dans des interviews? Est-ce qu'on peut pas parler d'argent, on peut pas parler... L'argent, en effet, il y a certaines personnes qui veulent pas dire leur salaire ou combien ils gagnent dans leur boîte, tout ça, moi je m'en fous un peu parce que en fait, je pense que c'est un problème quand t'es riche, en fait. Ouais. T'oses pas dire combien tu gagnes. Parce que t'as peur de déclencher de la jalousie. Ouais, il y a ça. Parce que je vois Olivier Chambon, par exemple. Ouais. Il parle de ses revenus, beaucoup de revenus, de combien il gagne, de quelle manière il gagne et tout ça. J'ai trouvé assez dingue de transparence justement sur ça. Moi, je trouve ça super bien. J'ai fait justement un petit podcast avec Olivier justement sur. On a fabriqué ce paperboard qui est là, paperboard en bois. Je l'ai installé, tout ça. Ouais. Il a fait un podcast là-dessus et Olivier, on échange beaucoup sur aussi ces thématiques de résilience financière notamment et d'autonomie financière. Moi, c'est des trucs sur lesquels je réfléchis aussi beaucoup. Donc ouais, il y a des sujets qui sont délicats à aborder. Moi, je pense que tout le monde se fout combien je gagne d'argent. Enfin, ça intéresse très peu les gens. Sauf si je gagnais 40 000 € par mois, je pense que tout le monde serait là. Ah, ouais, comment tu fais, à partir d'une certaine somme, les gens ils commencent à t'écouter. Ouais. Et après, il y a des questions souvent qui reviennent tout le temps sur c'est quoi ta journée type, ou c'est des questions sur c'est qui tes clients, comment tu bosses, comment tu gagnes ta vie. Moi, je travaille beaucoup avec des étudiants, j'enseigne pas mal. Qui veulent savoir comment tu gagnes ta vie. Hein. Ouais, c'est ça, en disant mais ok, tu travailles beaucoup sur des projets personnels, sortir un bouquin, dessiner, ça demande du temps. Donc quand tu fais ça, entre guillemets, tu gagnes pas d'argent. Donc comment tu fais pour gagner de l'argent le reste du temps? C'est une question qui revient souvent. Ça intrigue les gens. Ouais, ça intrigue. Des fois, peut-être, on imagine que je suis tranquille, je joue à la console toute la journée dans mon atelier ou je sais pas ce que je fais. Non, en fait, je passe vachement de temps à bosser sur l'ordi. Tu te considères comme un prestataire de service, comme une entreprise ou comme une start-up? Des fois, j'ai des gens qui parlent de moi parce que en disant ouais, Design Human, c'est une start-up. Je savais pas. Des fois, je fais de la prestation pour des clients. Des fois, j'accompagne des start-up, je travaille avec elles. J'ai créé moi-même une start-up en 2008 qui s'appelait Yukaza, une petite plateforme pour la famille. J'étais encore étudiant à l'époque, mais c'était cool. Donc ouais, non, c'est hyper prenant de créer une start-up. Surtout, moi, j'y connaissais rien, quoi. Et surtout, ça doit prendre du temps sur ton travail sur les études, quoi. Ouais, et puis on gagne pas d'argent au début. Bah donc, ouais, c'est ça. Moi, je faisais du freelance, mes études et la start-up en même temps. Mais c'était trop cool, quoi. Enfin, être dans ce milieu-là, ça fait un peu briller. On rencontre d'autres entrepreneurs qui ensuite ont créé des boîtes qui ont fonctionné aussi par la suite. Donc c'était puis j'ai appris plein de trucs aussi. D'être aux commandes de tout, quoi. Tu as récemment interviewé Aaron Draplin, je crois. Ouais. Comment tu as réussi à avoir un tel personnage? Parce que c'est dingue, quoi. J'ai regardé des vidéos. C'est un mec super. Il est d'une générosité. En plus, tu parles anglais assez facilement. Alors là-dessus, justement, je l'avais interviewé l'année dernière pendant Adobe Max. C'était aux US. J'avais été invité par Adobe pour aller sur l'événement. Donc, ils m'ont dit, Geoffrey, on t'invite. Mais ils m'ont pas dit t'écris 4 articles, on te donne de l'argent, c'était pas de trucs sponsor, quoi. Ils m'ont dit tu viens, tu tweets ce que tu veux, tu mets sur ton blog si t'as envie, tu fais de la vidéo si t'as envie, enfin là-dessus il y a pas de pression. Donc, je suis allé super content, trop bien, Adobe Max c'est génial et tout ça. J'ai rencontré Aaron Draplin à ce moment-là et on a pu échanger, poser des questions tout de suite sur la politique, etc., les US, enfin et ce rapport au design aussi dans tout ça. Et en fait, cette année, je pouvais pas retourner à Max, justement, et donc j'ai demandé à Olivier Saint-Léger, qui était présent sur place, j'ai dit, il m'a dit, je vais rencontrer différentes personnes, est-ce que tu as des questions, tout ça. Donc j'ai dit, si tu arrives à choper Aaron Draplin, j'ai quelques questions et pose-lui, quoi. Donc en fait, il a fait l'interview pour moi, il m'a donné le contenu et puis j'ai pu le diffuser. Donc et c'est pas toi qu'on entend du coup dans l'interview. C'est pas mon accent anglais, hélas. Okay. mais l'année dernière, en fait, je l'avais pas enregistré, j'avais juste pris des notes et j'avais fait ça sous forme papier.
Et là, cette année, justement, on a pu l'enregistrer. Et c'est un mec fabuleux. Son travail, en fait, son travail, il est unique, justement, parce que ça correspond à son identité, à son personnage, parce il joue un personnage aussi par moment. Ouais. Et il est très très drôle. Ouais. Et il a une bonhomie physique, parce qu'il est costaud, avec sa grosse barbe, etc. Et aussi une gentillesse, une douceur dans son approche du design. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, un peu comme James Victor, qui est un autre designer américain et qui a une approche un peu différente, mais hyper inspirant aussi. La fiche qui est à l'entrée de mon atelier, c'est fais ce que tu aimes, do what you love. C'est vraiment, c'est une affiche de lui, hein, et c'est vraiment cet esprit-là de dire, il a beaucoup de motos comme ça, il a beaucoup de phrases qui me percutent et qui me font réfléchir aussi sur ma pratique, quoi. Donc, pour moi, c'est pas des gens qui sont des modèles au sens où je veux faire pareil qu'eux, mais c'est des sources d'inspiration, puis c'est des gens qui ont une vision assez tranchée, quoi, qui disent voilà, moi j'y vais à fond et puis c'est comme ça. Il faut avoir un sacré cran quand même pour réussir à interviewer des personnes comme ça. Je sais pas comment tu peux réussir à... Bizarrement, c'est les plus accessibles, quoi. Quand j'ai organisé les soirées design pendant 3 ans à Paris, on organisait ça, et puis moi je présentais j'animais les soirées, on faisait ça à la Gaîté Lyrique, des événements gratuits dans lesquels on a une dizaine de designers, ou autres d'ailleurs, c'était autour du design et de la créativité, mais c'était pas que des designers, et on a eu des Mathieu Lehanner, des Nathalie Crassé, on a eu Villani. D'accord. Tu as déjà dû le voir, il a ses cheveux longs, il a une petite broche avec une araignée, un jabot, tout ça, enfin, Villani, il est top, quoi, enfin, et pour moi, tu vois, une médaille Fields de mathématiques, tu flippes dehors, le mec, c'est un cerveau, une tronche de fou. Et en fait, toujours lui demandait, et il nous a dit, ouais, je suis aux États-Unis, mais quand je reviendrai, je prendrai le taxi, je viendrai pour présenter mon travail, quoi. Et parler justement de la notion de art et mathématiques, design et mathématiques. Et ouais, en fait, c'est les gens les plus accessibles, c'est ces gens-là, quoi. Parce que quand, en fait, ils décident qu'ils ont le temps, là, c'est parti, on y va. Et donc, ouais, là-dessus, faut demander un peu. Faut pas être impressionné faut pas les mettre sur des piédestals et Exactement. se dire que c'est pas possible de les c'est carrément gênant pour quelqu'un d'être sur un piédestal et de dire ah ouais, s'il vous plaît, ce serait génial et tout. On est un peu réticent. Par contre, s'il y a quelqu'un qui te parle d'égal à égal et qui te dit tiens, vas-y, t'as 1 heure, j'ai un micro, une caméra, on y va. Bon, ouais, y a pas de problème. J'aurais vraiment du mal à le faire avec un Astier ou quelque chose comme ça, de mettre égal à égal avec des gens comme ça. Tu vois, j'enseigne dans une école qui est la Web School Factory, et ils ont pas eu Astier, ils ont eu, on mettra sa photo aussi. Donc il a eu Caradoc. Ouais. Et en fait, c'est des étudiants qui ont réussi à contacter Astier, et Astier a dit ok, je viens, je vais faire une conférence devant tous les étudiants de l'école, quoi. Et donc moi, j'ai dit, je peux m'incruster dans la salle et me mettre au fond, quoi, parce que pour moi, Astier, mais c'est notre Steve Jobs français, quoi. Enfin, pour moi, je vois pas d'équivalent, quoi. C'est pareil, ça fait partie des figures pour moi qui sont hyper inspirantes, parce que déjà un de leurs premiers mots, c'est non, c'est-à-dire non, je veux pas, non, ça me saoule, non, j'y vais pas, mais je vais construire. C'est des gens qui sont vraiment dans l'action et qui s'écoutent vachement. Donc personne peut faire comme Astier, parce qu'il y a que lui qui a ses particularités, sa culture, sa philosophie, mais d'autres peuvent faire aussi bien, entre guillemets, ou faire aussi grand que Astier, que des gens comme Villani, en bossant, en étant radical, en disant non, et toujours en construisant. Jamais être dans une posture passive de dire je sais pas, je vais attendre, quoi. Non, tu construis, tu sais pas faire, t'apprends. Astier qui fait la musique des séries, de trucs comme ça. Il fait tout. Il fait tout, voilà. Mais parce qu'il est curieux, il a envie. Parce que justement, il est passionné par les sujets qu'il traite, quoi. Donc, des gens de passion, c'est aussi des gens qui vont jusqu'au bout. Et Villani, quand il parle de maths, il est passionné et on sent que ça l'anime, quoi. Et donc, ouais, je pense qu'il faut pas être impressionné. Il y a Navo qui disait que si t'as besoin de gens vraiment à la hauteur de Astier ou quoi dans ton équipe, regarde comment eux ils étaient au tout début, et il y a des gens autour de toi qui sont comme ça au début pour pouvoir monter une équipe en quelque sorte. C'est une stratégie intéressante. Et de trouver en fait les gens qui sont à ton niveau plutôt que d'aller chercher des superstars, parce que en fait. Puis on est biaisé, on les regarde dans les étoiles. Quoi. Ouais. Alors qu'en fait, là moi je lis parfois des biographies. Là sur mon truc j'ai la biographie de Nikola Tesla.
qui est quand même un des plus grands inventeurs de l'humanité. Enfin, quand je lis sa biographie, c'est son autobiographie en plus, parce que le mec, il l'a écrit lui-même quand même, parce que tu vois, il avait le temps. Courant alternatif et tout. En fait, lui, son rêve, c'était d'électrifier toute la Terre en sans fil. Donc, pour viser ce rêve-là, il a justement fait le courant alternatif, le système de batterie. Enfin, il a tout inventé, mais pour atteindre un but qui est encore plus grand. Et en fait, en lisant ça, et j'ai lu pareil la biographie d'Alexandre le Grand. Ça me fait penser un peu à Elon Musk, quoi. Elon Musk, exactement. C'est dans cet esprit, parce qu'ils ont une visée un peu lointaine, même si ça peut paraître inatteignable, mais c'est pas grave. C'est un cap, quoi. Ouais, c'est un cap, c'est une direction. Et c'est ce qui est le plus important, je pense, dans ces personnes là, c'est d'avoir une direction et d'aller toujours vers cette direction. Qu'on l'atteigne ou qu'on l'atteigne pas, c'est pas grave, on y va, quoi. Et parfois on fait des biais, parfois on a des obstacles, on les surmonte, on les contourne, voilà. C'est quoi ta définition de la réussite, du coup? Bah, c'est un peu tout ça, quoi. C'est un peu le fait de, pour moi, quand j'ai un projet qui réussit, c'est que ça a fait plaisir à des gens, quoi. C'est les gens qui ont été contents, qui se sont dit, ah ouais, j'ai rigolé. S'ils sont 10 ou s'ils sont 100, 1000. Oui, carrément. C'est pour ça aussi, tu vois, je mets pas de tracker, tu vois, j'ai fait mon appli sur les réfugiés. Si ce n'est le nombre de téléchargements de l'appli, parce que c'est écrit sur le store, j'ai pas mes trucs d'analyse de data dedans, parce que des fois j'ai des gens qui me disent, oui, combien de personnes ont utilisé ton truc, ou, en fait, je sais pas. Après, il y a aussi la question du respect de la vie privée des utilisateurs, faut pas les traquer, machin. Et en fait, autant au tout début de mon blog, je voulais voir les visites enfin, pas en temps réel, mais au jour le jour, tiens, mes 3 articles, ils ont mieux marché parce que j'ai eu plus de visites, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je publiais des articles avec juste une vidéo un peu sympa sur le design avec 3 mots, bah des fois j'avais plein de visiteurs. Puis des fois j'écrivais un long pavé bien réfléchi, etc. Puis j'avais moins de visiteurs et je me disais merde, je voudrais que les gens lisent mes trucs que j'espère être vachement intelligents. Ouais, ça m'arrive souvent en pensant faire un beau boulot, je le publie et qui intéresse moins de monde. Donc en fait j'ai arrêté tous ces critères-là en disant ok, en fait c'est pas ça qui m'épanouit en fait dans le côté quantitatif, et donc ça va être que du qualitatif. Donc des fois j'ai juste un client qui me dit ah, franchement je suis content du travail, quoi, c'est bien. Voilà, pour moi c'est un projet réussi quand il y a ça, ou quand les gens l'utilisent, mais ou quand je fais un dessin et que je donne à quelqu'un de ma famille et qui est super content, et pour elle c'est précieux parce que c'est entre guillemets son fils ou son neveu qui l'a fait et que la personne est contente. Ça c'est un projet réussi, quoi. Est-ce qu'au début, quand on regarde les datas, c'est pas simplement pour se rassurer de savoir si on a un impact ou pas? Ouais, je pense qu'il y a ça. C'est de dire ok, je crie pas dans le vent, mais si on passe, enfin à notre échelle, déjà on est en France, on écrit en français, on communique en français, donc ça réduit vachement le spectre. Ensuite, parfois on s'adresse que à une communauté précise de personnes, etc. Donc en fait, en vérité, c'est très très rare qu'on puisse toucher beaucoup de monde. Donc en fait, le critère pour moi, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est le fait de dire bon bah si ça a pu changer la vie de quelqu'un ou aider quelqu'un ou être utile à certaines catégories de personnes, je suis content. Des fois, j'ai des étudiants qui viennent me voir qui me disent ouais, si je fais du graphisme, c'est parce que j'ai lu ton blog quand j'avais 17 ans, quoi. Et là, je me dis ah bah je suis super content. J'espère que ça te plaît, tu vois, que tu t'es pas lancé là-dedans, que ça a dégoûté, que tu m'en veuilles. Et des fois, j'ai des professionnels aussi qui me disent ah bah j'ai orienté un peu ma carrière comme ça, et donc je me rends compte aussi, mais des années plus tard, que des fois ça a un impact de ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire, machin. Et je suis pas content ou mécontent, je me dis juste bon bah ça arrive, moi aussi il y a eu des trucs qui ont eu de l'impact sur moi, mais ça me fait prendre conscience aussi, dire ok, parfois il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on écrit, parce que parfois ça peut changer certaines personnes, quoi. J'ai encore 2 petites questions. Ouais, on a le temps, t'inquiète. Mais ça passe tellement vite, en fait. Ouais, mais c'est cool, j'aime bien. Parce que toi aussi, t'as cette expérience du design, et je sais que tu te poses ces questions de à quel moment ça marche pas, et c'est... Ouais, bah de toute façon, dès que tu commences à diffuser quelque chose auprès des autres, t'es forcément dans cette interrogative-là, de savoir. Et puis, moi, l'objet de ma chaîne, c'est surtout d'essayer de rassurer les gens vis-à-vis de la réussite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent énormément de pression en se disant il faut que je réussisse. J'y participe parce que je fais des vidéos justement où je montre la détermination des gens, mais je veux aussi leur dire respirez, faites-le pour vous, quoi. Puis il y a de la diversité dans la réussite. On a une injonction dès l'école de dire il faut réussir, il faut avoir des bonnes notes. C'est vachement connoté argent en plus, enfin ça c'est pas forcément... Pour moi, il y a dès l'école où tu dois réussir. Si t'as oublié ton cahier, tu dois te faire engueuler, donc t'es en situation d'échec, etc. Noter cette histoire de notes de 1 à 10. C'est ça. Et en fait, t'es scoré tout le temps. Là, t'as vu en Chine, ils sont en train de mettre des dispositifs pour mettre une note à chaque citoyen, etc. Ça nous pend au bout du nez en France et en Europe peut-être, j'en sais rien, j'espère vraiment pas, mais justement, je pense qu'il faut dès maintenant commencer à mettre des barrières contre tout ça, ou montrer qu'il y a d'autres façons de réussir.
et puis que en fait la réussite elle est pas que financière. Je préfère avoir moins d'argent, et c'est comme ça que j'essaye de structurer mon entreprise, c'est-à-dire de pas gagner beaucoup d'argent pour avoir la liberté de choisir certains projets aussi, et puis cet argent que je gagne, de le mettre aussi de côté pour aussi dire merde, je veux pas travailler, être obligé de faire des trucs qui m'obligeraient à rentrer dans un système de réussite sociale, machin. Je vais rarement à des événements où il y a tout le gratin du design et tout ça, parce que des fois, là j'étais au pavillon de l'Arsenal, il y avait plein de grands designers, j'étais super honoré, mais pour moi c'est pas un critère de réussite. Je considère pas du tout ça. On se retrouve entre professionnels, c'est cool, mais c'est pas non plus un critère de réussite, la reconnaissance par le milieu professionnel. Il y a plein de critères, et je pense que c'est assez personnel, c'est en fonction de ton éducation, son histoire personnelle. En plus, c'est pas quelque chose que tu peux atteindre. Enfin, c'est comme la quête du bonheur, quoi. Tu peux pas dire, ça y est, j'ai réussi, quoi. C'est un truc, c'est un cap, quoi. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut identifier les quêtes de réussite qui nous rendent malheureux. En disant, je veux vraiment réussir à ça, et en fait, ça nous met tout le temps en situation d'échec, en fait. Et c'est pareil, c'est quand j'étais étudiant, j'ai un prof, je me rappelle toute ma vie, il m'a dit que l'intelligence, sous-entendu aussi le fait de réussir des projets, c'est l'équilibre entre tes compétences actuelles et ce que tu veux faire. Si tu veux faire des trucs dont tu es absolument pas capable, tu mets le curseur trop loin, tu vas échouer tout le temps. Si tu restes que dans ce que tu sais faire, tu vas pas te plaire et donc au bout d'un moment tu vas régresser. Et ce qu'il faut, c'est utiliser ces compétences en visant un tout petit peu plus loin, voire encore un peu plus loin, pour que ce soit réalisable, mais qu'il y ait de la difficulté, pour progresser en fait. Et il m'a dit voilà, l'intelligence, notamment, c'est ça. Et j'ai toujours, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'essaie toujours de faire des projets que j'ai jamais fait auparavant, ou voilà, dès qu'il y a un challenge en me disant ça j'ai jamais fait, on va tester, on va voir si je suis capable. Mais en même temps, je vais pas me mettre à courir le tour du monde ou j'en sais rien, c'est pas totalement infaisable. Mais pas en zone de panique, quoi. Tu te mets complètement, vraiment en dehors de ta zone de confort, mais juste sur la limite. Ouais, voilà, et de sortir un petit peu et puis si vraiment je vois que je galère, je peux revenir dans zone de confort et faire le truc en disant voilà, je me suis un peu une frayeur, je reviens à l'état normal, quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui me drive aussi dans cette notion de réussite, quoi. C'est important pour moi. Et du coup, où est-ce qu'on redirige les gens parce qu'on va quand même arrêter l'interview là, parce que les gens n'ont pas forcément 3 heures. Ils n'ont pas 3 heures, ça fait déjà 1 heure, voire 2 heures qu'on discute, mais tu feras un montage très efficace. C'est super intéressant, moi je pourrais rester là toute l'après-midi. C'est cool. Mais je pense que tu as quand même du boulot. Où est-ce qu'on peut rediriger les gens pour en savoir plus sur toi ou... Le mieux pour en savoir plus sur moi, c'est qu'ils viennent ici. Ils toquent à la porte, ils rentrent, on prend un café. Okay. Ça, c'est le premier truc. Je mettrai l'adresse alors Google Maps. Une petite photo de l'atelier. On va faire un projet X ici. Si tu veux. Donc le mieux c'est d'échanger en physique, de discuter, parce que en fait j'aime bien quand c'est des deux côtés. Moi j'aime bien aussi discuter avec les gens pour apprendre d'eux aussi. Et en fait après il y a mon blog graphiste.fr, il y a sur Twitter où j'aime bien échanger, il y a Facebook où voilà je diffuse ce que je fais, il y a le site de Design and Human dans lequel je mets mes projets, mais il faut que je mette à jour parce que comme d'hab ça fait Design Human, c'est un studio de création. On peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est mon atelier, on va dire. C'est tout. C'est ici quoi. C'est ici. C'est le lieu et c'est les projets en ligne, c'est le logo, c'est tout ça. Donc il y a designandhuman.fr.com pour voir un peu les projets. Après mon portfolio et puis après vous tapez mon nom dans Google et puis il y a des trucs qui ressortent et vous cliquez au hasard quoi. Donc voilà. Puis après il y a sur ton interview. Ok, c'est cool. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Merci pour cet échange. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, il est très probable que les prochaines vidéos vous plairont aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et je voulais vous présenter un projet qui s'appelle le Club Réussir. Alors qu'est-ce que Club Réussir? C'est un espace web dans lequel je publie des vidéos exclusives qui ne sont pas disponibles sur ma chaîne YouTube et qui ne seront pas disponibles autre part que sur cet espace web. Ces vidéos ont pour objectif, grâce à toutes les rencontres que je fais, d'améliorer votre quotidien, vos projets ou votre entreprise. Il y aura aussi des clés de la réussite publiées exclusivement sur cet espace web, comme celle que j'ai extraite de l'interview avec Geoffrey Dorn. Donc pour y accéder, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien en description. Et aussi en description, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en podcast audio sur SoundCloud ou iTunes. Ou sinon, nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Surtout, restez déterminés à réussir. Salut!